Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa et de l'économie de l'entreprise et des investisseurs. InfoSag avec l'émission SAG Eco, l'émission qui parle de l'économie, de l'investissement et de la gestion entrepreneuriale. Comme d'habitude, tout le lundi avec le professeur Omeonga qui n'est plus à présenter dans ce plateau et ni dans le paysage médiatique francophone. Nous allons parler comment fait-il s'avance par le management d'entreprise pour la relance de ce pays, le pays de Lumbumba. Bienvenue et bonjour, cher professeur Omeonga. Vous enseignez, on dit le management de l'entreprise étape 100 et puis démocratique du Congo. Merci pour encore une fois de me donner cette tribune pour m'adresser à nos nombreux téléspectateurs disséminés à travers les pays, mais aussi à travers le monde. Bon, le management, avant d'aborder la question, je voudrais faire un bref historique du concept de management. Je tiens a priori à dire que le management, en tant que discipline autonome, remonte vers la fin des années 50 et je dirais même au début des années 60. Alors que les actes managériaux existaient, c'est vieux comme le monde. Vous en doutez, déjà quand Moïse alla libérer le peuple d'Israël, il a fait preuve, il a posé certains actes ou certains principes managériaux. Et même plus tard, la construction des pyramides en Égypte, on ne pouvait pas réaliser une œuvre si grandiose sans qu'on ait posé certains actes managériaux. Mais management tel que nous l'enseignons aujourd'hui, tel qu'il a conçu le père du management moderne, Peter Drucker, américain. Donc, le management comme le marketing, ce sont des disciplines jumelles, sinon, si à moi, c'est parce qu'ils ont vu les jours, presque dans le même contexte et presque à la même période. Mais c'est quoi le management et pourquoi le management d'entreprise? Le management, c'est une des disciplines de sciences de gestion. Parce qu'au début, on avait l'administration. L'administration, à l'époque, c'est-à-dire la gestion qui relevait exclusivement de l'État. Et après, quand les privés entrent maintenant dans la production, la distribution des biens et tout, et les entreprises, avec la naissance des entreprises privées, on a eu la gestion. C'est-à-dire un gestionnaire, il vient pour maintenir la stabilité de l'entreprise, mais c'est un peu plus tard qu'on verra vers la fin des années 50 le management. Alors, on ne peut pas parler du management sans intégrer la gestion axée sur les résultats, axée sur la performance. Et c'est quoi la performance? Pour parler de la performance, nous avons 4 critères. Il faut qu'il y ait l'efficacité, et la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité. Donc, le management vient pour faire en sorte que les entreprises soient gérées de manière efficace et de manière efficiente et qu'ils intègrent aussi la durabilité dans cette gestion. Donc, le management, pour faire simple, c'est la gestion efficace et efficiente d'une entreprise en vue d'atteindre les objectifs pour lesquels on s'est fixé au départ. Raison pour laquelle il y a 3, j'ai toujours dit à mes apprenants, vous pouvez oublier tous les managements, toutes les définitions de management, mais retenez le management comme un chronogramme, et comme un acronyme. J'ai défini le management par un acronyme qui dit PLORDICOCO. PLORDICOCO, c'est pour dire PL signifie planification, OR, organisation. Comment vous allez répondre, prof, à ceux qui disent que après la gestion coloniale, dans tout le secteur de la vie nationale en République démocratique du Congo, nous restons beaucoup plus avec des mots mais pas des actes. Parce que la Chine, après Mao, on a vu qu'il y a beaucoup de managers dans tous les domaines de la vie, public, privé, agricole, ingénierie, industrie, et ça poussait. En République démocratique du Congo, on l'a reproché tant dans la génération de Thomas Kanza, mais aujourd'hui, pourquoi on n'a pas
C'était ce Oui, que vous cherchez c'est scientifiquement à prouver. Oui, parce que vous savez, vous ne m'avez pas laissé terminer. Le management est à la fois un art, mais aussi une science. Oui. Un art, c'est pourquoi je vous dis que comme art, le management est venu, il est vieux comme le monde. C'est-à-dire les actes, il y a des gens qui posent les actes, qui se comportent en manager sans qu'ils aient été dans une école de commerce ou dans une université, dans la faculté de l'économie. Mais comme discipline, c'est là que... Maintenant, le management, parce que vous parlez de l'époque coloniale, parce que le management aussi recourt à ce que j'appelle le mentorship. Et j'ai toujours dit qu'il faut voir pour avoir. C'est-à-dire, pour qu'il y ait des bons managers, il faut au départ qu'il y ait des managers à succès. Les gens qui ont réussi dans tel et tel domaine. Et comme ça, les gens qui viennent après peuvent s'intégrer. Mais ce qui manque et ce qui a manqué dans notre pays, c'est parce que c'est vrai, à une certaine période, on a eu même après la colonisation, on a eu des managers, des gens qui ont tenu des entreprises et qui ont prospéré, mais qui, à cause des pesanteurs politiques et sécuritaires et autres, ont fait qu'il y ait ces entreprises. Mais pour revenir encore, donner la chronologie du management, il faut dire qu'il y a ce que moi j'appelle les précurseurs du management. Il y a des théories, il y a des courants de pensée, il y a des écoles qui ont existé, comme l'école classique tenue par 3 auteurs importants. Nous avons Taylor, et c'est là qu'on parle, les courants scientifiques du management, c'est tenu par Taylor. Et le courant administratif, c'est tenu par Henri Fayol, et le courant bureaucratique tenu par mon collègue Max Weber. C'est là où, mais ces gens-là, ce n'est pas ça, ce ne sont pas eux qui peuvent être considérés comme les pères du management, mais ce sont eux qui ont mis des théories, des idées, qui plus tard seront prises en compte par les pères du management moderne que j'ai cité tantôt, Père Drucker. Donc, pour qu'il y ait management, il faut qu'il y ait les actions, il faut qu'il y ait au finish la performance. Et un manager est différent des gestionnaires, d'autant plus parce que le manager, quand il arrive, il ne vient pas faire carrière. Il signe un contrat de performance. Donc, il arrive, il peut dire par exemple que le chiffre d'affaires est à combien? À 10 000 dollars mensuels. Mais lui, en tant que manager, il a l'obligation de résultats pour booster, pour ramener de 10 000 à 20 000, donc il doit atteindre l'objectif pour lequel il s'était assigné. Mais ces gens-là, ils sont des gens qui sont tenus à l'obligation du résultat, alors qu'aujourd'hui, la plupart des managers ne sont pas redevables, ils ne sont tenus à rien. Conséquence, quand vous laissez une entreprise, parce que le manager n'est pas propriétaire, il est comme un gérant, et il gère pour le compte de l'autre. Mais s'il n'y a pas redevabilité, s'il n'y a pas contrôle, et dans les contrôles, c'est que s'il n'y a pas le monitoring et l'évaluation, donc c'est la raison pour laquelle la plupart des entreprises du secteur public, l'une après l'autre, ont failli. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les contrôles, il n'y avait pas ni monitoring ni évaluation, alors que le management s'inscrit dans la perspective de réalisation de la performance de l'entreprise. Or, tant que les entreprises ne réalisent pas cette performance, c'est alors que vous voyez que ces entreprises-là ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que la performance n'est pas toujours au rendez-vous. Pourquoi? Comment vous expliquez les décisions de management de la République démocratique du Congo de faire que tout ce qui se produisait dans le Brit qui passait vers les ports d'Ilebo et les affluents, le fleuve Congo, aujourd'hui passe dans 2 autres pays au moment où nous sommes dans le régime de chômage de masse? Comment vous expliquez ça en tant qu'enseignant en matière de la gestion et puis de l'économie? Oui, ça passe ailleurs. Pourquoi? Parce que, vous savez, tout manager, tout gestionnaire, tout chef d'entreprise, il fixe les prix des biens et services en tenant compte des charges d'exploitation. Mais si les charges d'exploitation sont tellement élevées, il va chercher là où il peut vendre à un prix compétitif. Mais vous avez parlé, notre pays, il est enclavé. Notre pays, il n'y a pas de moyens d'évacuation à bas prix. Donc, il va chercher à évacuer ses produits dans un pays où il peut vendre sans beaucoup de prix, et les prix élevés pour qu'il soit compétitif sur le marché. Donc, en d'autres termes, il faut un système de transport multimodal qui permet la circulation des biens, des services et des personnes. Ainsi, au moins, parce que nous avons un marché important.
Nous avons un marché important de plus de 100 millions de consommateurs. Donc, je ne vois pas que quelqu'un aille vendre à l'extérieur tant qu'il n'a pas encore résolu les déficits ou la demande solvable très élevée dans les pays. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que quand il est à Chikapa, il calcule pour amener ses produits au Congo central, ce que ça va lui coûter, il ne saura pas vendre à un prix compétitif. Conséquence, ce sont les produits exotiques qui prennent la place du marché congolais, alors que les produits locaux deviennent plus coûteux, alors que c'est le contraire qui devrait être la règle. C'est-à-dire les produits locaux devraient être plus compétitifs par rapport aux prix importés, aux produits importés. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le Congo doit faire pour que nous puissions avoir des managers, comme vous dites, avec des contrats de performance? Le Congo doit faire quoi concrètement? Et il faut un bon casting. Un bon casting, au risque de me répéter, il faut un bon casting. Le manager il n'y a pas seulement la dimension rationnelle, il y a aussi la dimension éthique. Quelqu'un devient manager du fait qu'il ait un diplôme en gestion ou un diplôme en management. Non, au-delà de la dimension, au-delà du savoir-faire, on a besoin du savoir communiquer, le savoir-être. Oui. C'est ça ce qui manque. Ces pays, nous avons plein d'experts depuis la Deuxième République, mais nous péchons par la déchéance morale. Or, l'homme est toujours tenté à être pervers. Alors, c'est la société qui doit être un peu très regardante, qui doit faire en sorte que l'homme ne penche pas du côté de la perversion, mais qui se penche du côté de l'excellence. Et là, c'est la société tout entière, mais aussi la personne qui les place, parce qu'il ne répond de sa gestion, il répond de ses actes qu'à la personne qui l'a désigné. Or, pour parler particulièrement des entreprises publiques, c'est l'État congolais qui est l'actionnaire principal et unique de ces entreprises. C'est à l'État congolais de faire en sorte que nous ayons de bons managers, et à cela, il y a eu même des réformes qui ont eu lieu. On a mis sur pied COPIREP, Comité de réforme des entreprises publiques, qui, entre autres, avait pour mission de sélectionner les meilleurs d'entre nous. Parce que pour qu'il y ait des managers à succès, il faut qu'on sélectionne les meilleurs d'entre nous dans les domaines. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, comme le disait Taylor. Il fut un temps, une grande entreprise française de l'automobile qu'on appelait Renault était en difficulté. Chez les Nippon, c'était Mitsubishi, mais grâce à un homme, un manager, avec contrat, comme vous dites, Carlos Ghosn, qui a fait que Renault retourne comme les champions de l'automobile. Est-ce qu'aujourd'hui, Gécamine, Résideso, toutes ces entreprises de la République démocratique du Congo, on ne peut pas faire le même style que les Français ont trouvé, ou peut-être prendre les gens qui viennent dans le monde privé? Non, c'est ça. Parce que le management, comme je l'ai dit, j'ai dit qu'on a commencé avec l'administration, c'était quand c'est l'État lui-même qui avait le monopole de tout ce qui est productif, le secteur productif des entreprises. Et je vous ai dit que avec ça, quand les privés sont venus, on a parlé de la gestion. Et après, plus tard, on a vu des managers. Parce qu'aujourd'hui, le management public est apparu un peu plus tard. Et je dirais même le management situationnel. Donc, il n'y a pas de mal à recruter parmi les meilleurs d'entre nous dans le secteur privé des gens qui ont montré leurs preuves. Mais le Congo a fait son expérience, beaucoup de pays n'utilisent pas ça, en disant de prendre ceux qui sont à l'intérieur de la boîte, on dit les fils maison. Mais c'est là aussi nous voyons que les entreprises congolaises restent dans les frontières congolaises. Ce qu'il faut continuer encore toujours avec cette philosophie de dire voilà, un ancien directeur de l'ONATRA, on le fait PDG. Non, je crois qu'il faut nuancer. On ne peut pas tout le temps et à toutes circonstances recourir aux fils maison. Bon, les fils maison, c'est ce que j'ai dit. Mais les fils maison, il faut qu'ils répondent, si c'est pas les répondent aux critères. Les fils maison, c'est rare de dire voilà, une expérience, on prend Mathieu Takizala parce que c'est aussi un manager, un entrepreneur, et on le met par exemple dans la tête, on sait que lui c'est un entrepreneur, il a réussi dans ses affaires, entre guillemets comme on dit au Congo, et puis on le place dans une grande société. Non, ça s'est fait. Dans tous les pays qui ont réussi, c'est ça. C'est-à-dire que je dis que ces entreprises-là, sont là où elles sont devenues des canards boités à cause du déficit managérial. Alors que le management n'est pas l'exclusivité du secteur public, n'est pas l'exclusivité de l'État. Au contraire,
le management, on recourt. L'expertise n'est pas seulement à l'intérieur de l'entreprise. On peut faire recours à l'expertise externe, mais pourvu que la personne qui vient, vous avez cité Mathieu Takizala, il faut qu'il réponde aux critères. Les critères, c'est comme je dis, savoir-faire, savoir communiquer, savoir-être. Parce qu'on peut beau dire, on peut placer des experts, mais si ces experts n'ont pas les niveaux moraux requis, ils feront pire que... Parce que la plupart des experts, c'est quoi? Quand il n'est pas suffisant, il n'est pas moralement intègre, il veut user de son expertise pour mettre les entreprises à genoux. Les cas du Congo, il y en a une illustration patente parce que la plupart de ceux qui sont placés à des entreprises, ce sont des experts. Mais des experts qui n'ont que l'expertise, mais qui n'ont pas l'éthique. Or, moi, je l'ai dit, on a besoin des gens qui ont à la fois l'éthique et aussi l'expertise. Et ces personnes-là... Le président Hollande, c'est un économiste. Hein, lorsqu'il arrive au pouvoir, président de la République française, il constate qu'il y avait les entreprises françaises, excusez-moi, n'étaient pas compétitives face aux Allemands. Mais parmi les éléments qui le manquaient, c'était le financement. Et l'État, avec un dispositif à l'époque qui soutenait l'entreprise, la Caisse des dépôts et OSEO. Et ils vont prendre l'idée de créer une banque publique d'investissement en associant, en fusionnant celle existante qui était du côté étatique. Mais à la tête, ils n'ont pas cherché un énarque type bureaucratie ou politique. Ils ont pris un entrepreneur à succès, vous savez vous-même, comme c'est lui qui enseigne l'entrepreneuriat, pour être à la tête, parce qu'il connaît d'abord l'écosystème entrepreneurial, l'écosystème de la gestion managériale de l'économie privée, et on le met à la tête de cette banque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque au niveau de la République démocratique du Congo de faire ce genre de signaux forts? C'est-à-dire qu'on voit, oui, heureusement, celui qui est habitué à ces plateaux, hein, de Sageko, Al-Kitenge, on vient de le mettre. Est-ce qu'on ne peut pas multiplier aussi ces genres, parce que c'est un entrepreneur, et puis espère des histoires économiques, mais est-ce qu'on ne peut pas multiplier aussi, changer un peu le système de G, c'est-à-dire qu'on prend, on dit voilà, le pauvre Méonga est entrepreneur, un domaine, ainsi de suite, on ne le met pas comme politique, mais on dit voilà, il a déjà géré quelque chose dans le privé, on essaie de mettre. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque, hein, pourquoi on ne peut pas continuer avec Non, ce qui bloque, c'est que ceux qui nous dirigent n'ont pas la vision de faire changer les choses. Parce qu'on ne peut pas répéter tout le temps les mêmes recettes qui ont montré les limites et s'attendre à des résultats contraires. Moi, je pense que, comme vous l'avez si bien dit, l'expertise, elle n'est pas toujours à l'intérieur de l'entreprise. L'expertise, on peut la trouver à l'extérieur de l'entreprise. Mais le problème, c'est que c'est les décideurs, c'est lui qui en est le représentant de ces entreprises qui décide de qui mettre. Mais malheureusement, comment se fait la sélection dans notre pays? Ça obéit à des critères subjectifs. Népotisme, clientélisme, tribalisme, régionalisme. Et toutes ces antivaleurs, malheureusement, sont les critères sur base desquels on sélectionne les mandataires ou les managers. Alors que, partout ailleurs, ça doit être les meilleurs qui doivent présider à la décision collective. Une entreprise, vous voulez que ça réussisse, il faut mettre quelqu'un, un meilleur, c'est quelqu'un qui a d'abord l'éthique et l'expertise. Et comme ça, il peut faire marcher les choses. Mais si on continue avec les vieilles méthodes, qui malheureusement perdurent jusqu'à ce jour, où on ne prend que des gens qui ici se basent des affinités, des relations, des connaissances, sans qu'ils aient encore un profil requis, mais ces gens-là, même une fois qu'ils seront placés, qui viennent au sein de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, dans le secteur privé, si ces personnes-là ne remplissent pas ce minimum de critères, ces gens-là sont préparés à l'échec, sont programmés à l'échec. Donc, il faut que nous soyons exigeants dans la sélection, il faut que nous soyons exigeants dans le casting. C'est vrai, on peut avoir des amis, il n'est pas dit quand on est amis aux décideurs que vous devez occuper n'importe quelle fonction. Il y a des fonctions techniques, des fonctions qui demandent un minimum ou un maximum de moralité et de le Premier ministre Matata Mponyo, lorsqu'il arrive au niveau de la primature de Kinshasa, à la création de la société de transport au Congo, on dit Transco,
ils ont commencé avec un manager étranger. Pourquoi ça n'a pas continué? Parce que Transco, à l'origine, ils ont cherché quelqu'un de RATP, hein, donc l'entreprise de transport public parisienne, et on l'a amené, hein, à la tête de cette entreprise. Mais pourquoi ça n'a pas continué? Ça n'a pas commencé parce que vous ne m'avez pas laissé terminer. Je disais toujours, c'est quoi le management? Le management, c'est défini comme un acronyme que j'appelle Pluricoco. Pluricoco signifie PL, planifier. C'est quoi planifier? Fixer les objectifs et mobiliser les ressources humaines, financières et techniques pour atteindre cet objectif. Ça, c'est PL. Or, organiser, quand on organise, c'est là que vient le mot organigramme, c'est qu'on définit les tâches des uns et des autres et les compétences des uns et des autres. Plordi, diriger. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui sait influencer positivement. Donc, pour être manager, vous devez être aussi dirigeant. Coordonner. C'est comme vous avez dit, c'est comme dans un gouvernement. Vous devez arriver à coordonner tous les membres qui composent le gouvernement pour que vous regardez dans la même direction. Et dernier c'est contrôler. Quand la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais ce genre, il n'est pas un extraterrestre. Il ne vient pas du paradis. Encore que même, on sait, même au paradis, il y a un moment, Lucifer s'est rebellé. Donc, il faut mettre des garde-fous. Les garde-fous, c'est le contrôle. Et le contrôle se fait à deux temps. Il y a le monitoring pendant que l'exercice et l'évaluation à la fin. Mais quand il y a, à la fin, on donne la sanction. Et la sanction ici, ce n'est pas parce que dans notre pays, quand on parle de la sanction, on parle de la punition. Non. Il y a la sanction positive et la sanction négative. Il y a ce qu'on appelle en management la théorie du bâton et du gâteau. Et du bâton et de la carotte. C'est-à-dire, celui qui a bien, un bon manager, il a la carotte à la fin. Et un piètre manager, les bâtons. Et quand on se met dans une impunité généralisée, où on considère ici la punition, quand quelqu'un a détourné 50 millions, vous les placez de là où il est, vous les mettez à côté. Non, ce n'est pas ça la sanction. Ça, c'est une sanction administrative. Mais parce qu'il a détourné autant de moyens. Mais il faut ouvrir une action judiciaire pour qu'il soit sévèrement... Ça, c'est un devoir d'exemplarité. Cela permettra à ceux qui viendront après pourront se dire que non, si j'ai faute, je serai sanctionné administrativement, mais aussi judiciairement. Mais ici, la critique de la sanction n'existe pas. Or, dans un environnement comme celui-ci, où il n'y a pas la sanction, les gens, c'est la coule douce. C'est à quoi nous assistons. Donc, c'est la faiblesse d'abord des dirigeants, la faiblesse du leadership. Et un leader, c'est quelqu'un qui sait aussi sanctionner positivement et négativement. Mais, toutes ces entreprises-là, on a eu les gens qui sont relevés de leurs fonctions, pour la plupart, ils ont détourné 10 millions de dollars, et vous dites non, la sanction, on les déplace de là où il est, il se repose pour qu'une année après, il revient encore dans un autre secteur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'attend à des résultats contraires? Non. Le problème, il faut qu'il y ait la critique des sanctions, il faut qu'il y ait le contrôle. Pas un contrôle, pas de l'acharnement, mais le contrôle sur base de critères prédéfinis. On contrôle, c'est-à-dire c'est pour vérifier que les choses se font telles qu'on s'était convenu. C'est ça le contrôle. On vérifie. Est-ce que vous gérez tel que les textes les prévoient? Est-ce que vous êtes... Parce que les véritables managers, on s'inspire d'équipes de football. C'est-à-dire quand on recrute un coach, le coach doit nous dire à l'avance ce qu'il est capable de faire. Et il nous exige l'obligation. C'est pas le cas dans le casting aujourd'hui en démocratie du Congo. Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que quand on nomme quelqu'un, un manager ne peut pas faire preuve de fétichisme managérial? C'est-à-dire quoi le fétichisme? C'est-à-dire il ne nous dit même pas ce qu'il compte faire dans 5 ans. Or, le management... Ça se projette, ça s'organise. Déjà, il faut la prospective. Il faut nous dire que non, voilà, je prends cette entreprise, on attend. Moi, je suis capable, d'ici 5 ans, je vais atteindre tel objectif. Mais... Donc là, il a l'obligation des résultats. Mais par contre, lui aussi va imposer l'obligation des moyens. Voilà, pour arriver à ce point-là, voilà ce que moi je dois. Je dois sélectionner les gens, l'équipe, parce que les managers s'appuient aussi et surtout sur l'humain. C'est-à-dire, pour les managers, c'est vrai, il a besoin de ressources financières, ressources matérielles, mais surtout les humains. Donc il doit sélectionner l'équipe qui lui permet. Maintenant, au bout de 5 ans, s'il n'atteint pas l'objectif pour lequel
il a signé ce contrat de performance, il se retire. Il ne peut pas. Les managers ne viennent pas faire carrière. Les managers s'inscrivent dans une mandature. C'est-à-dire, s'il ne parvient pas, il se retire, démissionne. Le gestionnaire, lui, il fait la carrière. Un gestionnaire, c'est un carriériste. Alors qu'un manager, il est comme mandataire. Il est là pour un mandat, peut-être de 5 ans renouvelable une fois. Et s'il n'atteint pas l'objectif, il ne va pas attendre qu'il soit... Vous voyez, les coachs, quand ils nous disent que non, je vais vous amener, par exemple, à la CAN. Mais si déjà il n'atteint pas cet objectif, il n'attend pas que la FECOFA les relève de ses fonctions. Lui-même, il rend l'établier. Parce il a dit ce qu'il va faire. Mais s'il ne fait pas ce qu'il a dit, ce qu'il a prévu, il se retire. Mais nous, ce n'est pas le cas. Quand les gens, les mandataires viennent, d'abord, ils ne nous disent pas qu'est-ce qu'il va faire, quel est son cahier de charges. Est-ce que c'est le problème de manager ou c'est le problème des recruteurs? Parce que le manager va exécuter le plan en fonction du carnet de commandes. Pourvu qu'il y ait ce carnet. Tu vois, vous avez totalement raison. Les recruteurs, mais j'ose croire, ils sont engagés, ils sont sélectionnés sur base d'un critère, d'un cahier de charges. Mais si ça ne se fait pas, c'est pourquoi j'ai dit qu'on n'est pas les pas des mandataires et des managers. Si à la base il n'y a pas un propriétaire, le manager n'est pas propriétaire. C'est-à-dire il y a un propriétaire, comme ici, dans votre chaîne de télévision, vous êtes propriétaire, vous pouvez dire que non, voilà, compte tenu des occupations nombreuses qui sont les miennes, je vais désigner un manager pour gérer cette chaîne. Et vous lui donnez un cahier de charges. Mais s'il n'atteint pas cet objectif, un bon manager, il ne va pas attendre que Takizala vienne les révoquer. Non, lui-même, il va rendre l'établi. C'est pourquoi la dimension éthique, la dimension éthique. Et de chercher l'excellence, qu'apparaît-il qu'au Congo, on n'en a plus besoin de ça. Dit les gens, ils veulent pas. Mais si on n'avait pas besoin de ça, il ne faut pas vous attendre au succès. Et c'est pourquoi toutes les entreprises là sont devenues des canards boités. Parce qu'on n'a pas une gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire, on vous place, vous faites ce que vous voulez et après, personne ne vous contrôle. Il y en a qui disent aussi le problème est que les ressources humaines, ça tombe bien, vous avez parlé des ressources humaines, en République démocratique du Congo, n'aiment pas beaucoup plus les managers qui est collé aux résultats. Ils aiment les vieux, le pire vieux, vous comprenez, non? Le pire vieux, ainsi de suite. Mais quand c'est un manager qui est axé par le résultat, qui cherche que ça passe, on va le surnommer tous les noms du monde. Bon, si tel est le cas, j'ose croire que c'est le cas. Mais pour quel résultat? C'est-à-dire, dès lors que ce qui a été institué, comme vous le dites si bien, la culture de complaisance et de vieux, et vous voyez là où ça nous a amené. Mais comme ça n'a pas réussi, un homme réfléchi, rationnel, parce qu'on a tenté quelque chose et qu'on n'a pas changé, on a été dans un cercle vicieux. Mais il faut changer de paradigme pour que nous nous inscrivions dans un cercle vertueux et pour les résultats. Parce qu'ils ne voient pas dans quel pays, parce que ce sont les entreprises en principe qui sont les pourvoyeuses des emplois durables, mais aussi la force de l'État, c'est les entreprises, la relance de la croissance économique. On ne peut pas parler de la croissance économique si à la base il n'y a pas des entreprises véritablement performantes. Tel n'est pas le cas, malheureusement. C'est pourquoi nous assistons à des PIB très chétifs. Pourquoi? Parce que les entreprises publiques, principalement, le manager doit avoir comme qualité, prof. Il doit avoir comme qualité, qui on peut appeler manager, parce qu'on on s'improvise pas à être manager, automatiquement, il faut le parcours. La première des qualités, un manager doit faire preuve des devoirs d'exemplarité. C'est quoi le devoir d'exemplarité? Quelqu'un qui est capable de concilier les verbes à l'action. Pas quelqu'un seulement qui se met avec des discours miellés et nous faire miroiter un horizon paradisiaque, mais au fait qui ne va pas donner. Donc cette personne-là doit être de qualité, de valeurs intrinsèques. Il doit être moralement intègre. Deuxième élément, parce que les managers ne gèrent pas par intuition. Donc il faut être un expert. Quelqu'un qui a tous les outils, qui est intellectuellement outillé, mais qui est aussi professionnellement
vertébré, comme disait le cardinal Monseigneur de Rez Mémoire. Et cette personne-là, qui a et l'éthique et l'expertise, quand il fait la synergie de l'éthique et l'expertise, et là, on peut s'attendre à des résultats. Mais au-delà de ça, il faut que c'est lui qui les place. Mais on a vu déjà les contrôles. Ces genres de vertébrés, vous dites, il y a un pays en Afrique francophone, parce que nous sommes dans une chaîne francophone, et qui a nous honoré, hein, la Côte d'Ivoire, on a vu Parti Djem qui est maintenant, et qui remplace à la tête de ce parti d'Ofoué, hein, ainsi de suite, qui était même le premier noir à être à la tête d'une grande banque prestigieuse, hein, voilà, la banque Crédit Suisse. Crédit Suisse, un Ivoirien, Tidien Djam, qui était venu sur le plan chez eux. Mais c'est rare du côté congolais de voir ce type de management, c'est-à-dire que vous réussissez. Non, ici, parce qu'on est complaisant. Et puis, on est complaisant. On est dans des grandes boîtes cotées en bourse comme un Crédit Suisse. On est complaisant à des degrés divers. L'État qui place ces gens est complaisant. Nous, les citoyens qui sommes des véritables propriétaires, on est aussi complaisants. Combien de fois on n'a pas entendu que tel manager a détourné 10 millions? Quelle est la réaction de la population? Quelle est la réaction des dirigeants? C'est ça. Cette complaisance à des niveaux, la complaisance des citoyens qui sont en réalité des bénéficiaires des actes managériaux, quelle est la réaction par rapport au détournement? Quelle est la réaction maintenant aussi de l'État quand il y a des prédations à grande échelle? C'est cette complaisance-là à des niveaux. Au niveau de l'élite du pouvoir, au niveau de l'élite du savoir, au niveau même des masses populaires. Nous sommes prêts à censer les antivaleurs. Et quand vous venez avec la rigueur dans la gestion, on dit non, et toi tu vas faire changer ce pays. Donc même le peuple lui-même, c'est complet dans les antivaleurs. Et il est prêt à acclamer, à ovationner un voleur patenté, parce que c'est comme si on est arrivé à un point où celui qui peut être sublimé, c'est celui qui vole le plus. C'est-à-dire on est dans une compétition de voleurs. Et ce sont ceux qui volent le plus, c'est ceux-là qui sont encensés, et par les dirigeants, parce qu'il y a la rétrocommission, mais aussi par la population qui est censée faire actionner la clameur populaire. C'est ça tous les problèmes. Mais quand vous venez, un professeur d'université avec un logicien, c'est comme ça on appelle ici. C'est comme si la logique n'est pas la bienvenue dans notre pays. Pour vous, les valeurs sont inversées? Non, depuis, ça fait plus de 60 ans que ces valeurs ont été inversées et on a sublimé les antivaleurs, malheureusement. Alors que toutes les grandes sociétés, toutes les grandes nations se sont construites autour des valeurs intrinsèques, des valeurs qui résistent à l'épreuve du temps. Mais ici, la seule valeur qui est prise en compte, c'est la valeur matérielle. C'est-à-dire, au lieu que l'homme soit jugé par rapport à ses résultats, à son être, mais il est jugé par rapport à son avoir, bien que l'origine de cet avoir soit délictueuse. C'est ça le problème. Alors qu'ailleurs, un voleur qui soit milliardaire, il a la clameur populaire. Tout le monde on a vu l'histoire de Madoff aux États-Unis. Mais nous ici, ce n'est pas. On va dire que tu es mon père. Même si tout le monde sait que tu as détourné, tu as pillé, mais on t'appelle Moupao. Tu es ovationné à la cité et pas tout le monde. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il fallait avoir des modèles, mais dans le continent, il y a des modèles, non? Vous voyez par exemple un homme qui commence dans le secteur privé, qui est aujourd'hui respecté dans le monde, qui pond des résolutions sur l'économie africaine, qui note même, on appelle Mo Ibrahim, vous le connaissez? Oui, un Soudanais. Les Britanniques d'origine soudanais. Soudanais. Donc vous voyez que ça aussi c'est un modèle. Est-ce que le Congolais n'arrive pas à prendre ce genre de modèle, quelqu'un qui est né au Soudan et qui essaye d'être à la tête d'une grande structure qu'il a vendue, parce que c'est lui qui a au début de l'entreprise RTL, ce que nous appelons RTL, c'est Mo Ibrahim qui avait fondé. Alors, et puis il a vendu, et aujourd'hui il est devenu. Vous voyez qu'en commençant par ce qu'il a créé comme entreprise, il a managé, et aujourd'hui il essaie un peu de prendre des résolutions pour le système économique. Je ne suis pas xénophobe, vous le connaissez, je suis fondamentalement panafricaniste. Mais vous savez, les modèles dont il est question, les mentors dont il est question, il faut voir une dimension fondamentalement endogène et culturelle. Parce que si je vous pose la question,
d'Ibrahim par rapport à son pays, vous voyez que c'est le jour et la nuit. Donc les modèles, il faut qu'ils soient nombreux. Il faut atteindre une masse critique, mais à l'intérieur du pays. On ne sait pas tout. Je sais que nous sommes caractérisés par la culture d'emprunt. Et nous sommes souvent portés sur des valeurs externes, extraverties. Mais je pense, pour fonder une nation, c'est les modèles dont je parle, ça doit être les nationaux qu'on voit. Parce que quand vous parlez d'Ibrahim, les communs des Congolais, quand on parle de mot Ibrahim, c'est quelque chose, il ne sait même pas que c'est ça, ce qui nous permet de jauger la gouvernance, ce qui nous permet de jauger la capacité managériale. Mais je voudrais que ça soit en interne, que nous ayons, comme à l'époque, on avait des Dokolo, les Kinbelo, les Fonji et tout ça. Si ces gens-là se multiplient, et dans la durée, ça va créer l'émulation. Et cette émulation fera en sorte que les gens qui viennent vont faire. Et il faut voir pour avoir. C'est-à-dire la vision précède sur la provision. Même David, pour qu'il devienne roi, il y fallait qu'il aille jouer la musique au niveau de la cour royale, qui voit le fonctionnement de la cour royale pour être préparé à devenir roi. Donc les modèles dont je parle, ce sont des modèles nationaux, des Congolais. Les récits locaux, comme on dit. Les récits locaux, ça va créer l'émulation. Mais des récits étrangers, ils en ont plus. Vous parlez de lui là, mais il y a beaucoup de pays africains comme européens qui ont des modèles. Pour la construction d'une nation, c'est base sur des valeurs endogènes et pas des valeurs, parce qu'il y a la dimension culturelle. Ce que l'autre fait à 2000 à 8000 km, il tient compte de l'environnement, il tient compte des valeurs culturelles de son pays. Mais c'est pourquoi nous ici, il faut susciter des champions congolais. Et ces champions-là qui vont susciter l'émulation, et des jeunes qui viendront, qui ont vu que les gens ont réussi par le travail, parce qu'aujourd'hui c'est comme Papa Wemba de Résume, Chancellor Kopamba, c'est-à-dire des solutions de moindre effort. Alors que la vie se construit sur les rocs. Mais aujourd'hui, Chancellor Kopamba, vous l'avez si bien dit, la plupart des mandataires ne le sont. Les seuls mérites, c'est d'avoir des affinités avec les dirigeants, c'est de partager la même tribu que les dirigeants, et ce sont des choses qui ne peuvent faire avancer les pays. Donc, il faudrait, au-delà, parce que là, c'est ce que moi j'appelle l'instinct grégaire. Il n'y a que des animaux qui vivent en troupeau. Et il est difficile de voir un lion et un léopard ensemble. Mais, Homo economicus, l'homme, doit transcender l'instinct grégaire. Il faut bannir cette animalité zéro et aller au niveau où que notre dénominateur commun, c'est la rationalité. L'homme n'est que l'homme que quand il est rationnel. Et la rationalité ne tient pas compte des affinités amicales, des affinités familiales. Non, ce qui doit nous mettre en exergue, c'est l'expertise, c'est l'éthique. Il faut qu'on juge les gens par rapport à leur être et non par leur avoir. Parce que l'avoir est conjoncturel, alors que l'être est structurel. Il faut quelque chose qui dure. Ce qui dure, c'est l'être de quelqu'un. Si on dit quelqu'un de bien, le véritable mot pao, c'est quelqu'un qui doit incarner des valeurs intrinsèques, des valeurs qui résistent à l'épreuve du temps. Mais nous, ici, le mot pao, c'est par rapport à l'avoir. Au l'avoir, même les brigands, vous allez en Sicile, il y a des gens richissimes. Mais leur fortune est d'origine délictueuse. Mafieuse. Donc, les modèles créons des champions. C'est vrai que les Congolais est presque désemparés. Les Congolais ne croient, et je vais terminer par là, nous sommes le seul pays où il faut parler de la réussite congolaise, il faut un regard dans le passé, et même un passé lointain. Et que l'avenir constitue pour nous une menace. Alors qu'ailleurs, vous parlez de la France. Mais vous avez Saginfo aujourd'hui, Saginfo c'est aussi la réussite congolaise. Bon, peut-être, il faut arriver à atteindre la masse critique. Vous citez Saginfo. Est-ce que vous saurez citer 10, 15 entreprises du secteur médiatique qui ont réussi comme Saginfo? C'est ça le problème. C'est-à-dire quand vous êtes seul, et que vous êtes tiré par les bas pour tous ces médiocres, rassurez-vous
que vous n'allez pas créer des émules. Parce que quand les médiocres se multiplient, comme c'est le cas, on n'aura pas de véritables champions. Et même, vous risquez d'être scandalisé que votre nom ne soit pas inscrit dans les panthéons de l'histoire congolaise. Pourquoi? Parce qu'il est très minoritaire. Donc, ce que nous voulons. On doit faire quoi? Il faut multiplier, il faut encourager, il faut sublimer. Il faut que l'État accompagne. L'État. Parce que, pourquoi je parle tout le temps de l'État? Parce que chacun de nous a cédé son pouvoir, sa liberté à l'État, comme on l'appelle Léviathan, qui a tout ce qu'il faut pour faire changer les choses. Toute mutation sociétale passe par la révolution du bon sens, mais aussi par l'accompagnement de l'État. Nous vous remercions, il faut que l'État s'y mette pour que le Congo d'aujourd'hui soit différent des Congo d'hier et soit différent des Congo qui viendra. Parce qu'on doit arrêter de considérer que l'avenir pour les Congolais est une menace. L'avenir doit être une opportunité et que nous devons détester le passé. Or, toute la gloire congolaise, elle est du passé, malheureusement. Et tout ce qui est en présent, c'est ce que nous déplorons. Et chaque fois que nous avançons vers le futur, c'est une menace, c'est un découragement. Il faut susciter. Nous vous remercions, prof, pour cette émission d'aujourd'hui, Sageko, le management, pour obtenir des résultats et pour permettre la relance économique de la République démocratique du Congo. La semaine prochaine, on viendra avec un autre sujet qui va essayer d'aider les francophones et les Congolais. Quant à moi, je n'oublie pas à remercier l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette émission, y compris les francophones et les francophiles, y compris aussi les Congolaises et les Congolais, les chefs d'entreprise, les scientifiques que vous êtes, les dirigeants publics. La place est là, SAG est là pour recevoir tout le monde. La prochaine numéro, prof. Oui, prochain numéro, je voudrais au prochain numéro qu'on parle du management situationnel. Parce que là, on a parlé seulement de l'historique. Il faut aujourd'hui, il faut qu'il y ait le management situationnel qui nous permet, et on va donner le style de direction. Quand est-ce qu'on peut avoir un manager dirigiste, concitatif, paternaliste. Il y a une variante des managers et cela demande à ce que nous ayons un peu suffisamment de temps et que je vous demande si on peut consacrer toute une émission pour parler du management situationnel. Nous allons le faire. Permettre que la semaine prochaine, ils vont commencer à nous suivre dans des maisons et parce que on comprend que tout le monde n'a pas l'argent à mettre sur le mobile, mais nos concitoyens doivent commencer et puis aussi de temps en temps les langues nationales pour que les Congolais puissent comprendre un peu l'économie et le management. Donc la semaine prochaine, vous aurez le temps. On va demander à la direction du programme de vous donner un peu légèrement le temps pour que nous puissions quand même parler de explorer le management situationnel. Voilà. En tout cas, nous vous remercions une forme nouvelle. Non, encore une fois, moi je vous remercie et je plaide à ceux qui nous dirigent pour essayer un peu d'encourager des jeunes qui se battent, il faut qu'il y ait accompagnement parce que le patriotisme économique sera un vain mot tant que l'État ne serait pas impliqué pour soutenir, pas de subsides, pas de facilités, pas de soutien. La publicité doit revenir à la télévision parce qu'aujourd'hui la télévision privée n'a pas la publicité. Ça crée des vrais problèmes parce que c'est un secteur économique et on parlera même de la contribution de la télévision. Vous savez, un État pour avancer, il faut la communication. La communication, c'est extrêmement difficile et surtout la communication économique est absente. C'est pour cela que SAG-Info le fait tous les jours. Quant à moi, numéro prochaine pour le management. Je vous remercie. Merci. Et toute la formidable équipe de SAG-Info qui nous permet d'être en phase avec les téléspectateurs congolais, même si d'outre-mer. J'ai encore une fois, je les salue. J'essaie de travailler dans des conditions comme tous les pays, et vraiment dans les chaos, dans les gâchis. Ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, mais ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont tous les soutiens du prof Omeonga et je sais que demain sera différent. C'est une chaîne francophone, hein? Même le Outre-mer, le Caraïbe, nous sommes là pour prêcher l'économie et la gestion. Merci. SAG-Eco. Présenté par Mathieu Takizala. SAG-Eco.